Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Avant de commencer cette chronique, permettez-moi de contextualiser et de bien préciser certains principes de base, tout en restant pleinement aligné avec la position ferme et constante de la diplomatie du royaume, guidée par la vision et le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je me permets ici une réflexion personnelle. Voilà, il faut commencer par mettre le sujet dans son contexte. Ces dernières semaines, j'ai pris le temps de lire et relire beaucoup de documents, de notes, de tribunes et d'analyses circulant dans la presse internationale, comme dans les cercles plus confidentiels des think tanks occidentaux. Des informations parfois convergentes, parfois spéculatives, mais toujours révélatrices d'un changement de climat pour notre cause nationale et la marocanité du Sahara au sein des Nations Unies. Je ne suis pas un diplomate de carrière, je n'ai pas siégé aux côtés des grandes chancelleries, ni arpenté les couloirs feutrés de l'ONU. Mais en tant qu'observateur attentif et citoyen engagé, le dossier du Sahara marocain m'interpelle profondément. À l'heure où se multiplient les signaux, forts et faibles à la fois, d'une recomposition internationale majeure, il me paraît utile de partager une lecture personnelle avec toutes les réserves nécessaires entre le doute méthodique d'un non-diplomate averti et l'espoir objectif de voir enfin consacrer la marocanité du Sahara au sein des Nations Unies. Il est des moments en diplomatie où l'histoire semble hésiter sur son pas, où chaque geste, chaque mot peut précipiter une bascule ou, au contraire, reconduire le statu quo. Le dossier du Sahara marocain est à l'une de ces étapes décisives. Après des décennies de palabres, d'impasses et de résolutions répétitives, une fenêtre s'entr'ouvre. La perspective de voir les Nations Unies réorienter leur mission de terrain, de la MINURSO à une hypothétique MANSASO, centrée non plus sur un référendum impossible, mais sur un processus d'autonomie sous souveraineté marocaine, ce n'est pas la première fois qu'un vent nouveau souffle sur ce dossier. Mais il est rare que ce souffle prenne la forme d'un alignement clair entre Washington, Paris et Londres, trois capitales capables de peser réellement dans l'équation onusienne. Et c'est là que se dessine la promesse d'un changement durable. Pourtant, en diplomatie, l'ivresse des certitudes est la pire ennemie de la lucidité. L'expérience m'enseigne qu'il faut manier l'espoir comme une lampe fragile dont la flamme éclaire mais peut vaciller au premier courant d'air. Lorsque la MINURSO fut créée en 1991, l'idée paraissait simple: surveiller un cessez-le-feu, préparer un référendum d'autodétermination et clore un conflit hérité de la guerre froide. 34 ans plus tard, le constat est implacable. L'ONU a veillé à la paix relative, mais n'a jamais été en mesure d'organiser le scrutin promis. Les divergences sur l'éligibilité des électeurs, les manipulations politiques et l'incapacité à imposer un compromis ont condamné le projet à l'inanité. Le référendum est devenu un fantôme bureaucratique, jamais enterré officiellement, toujours invoqué par Alger et le Polisario comme un mantra, mais depuis longtemps vidé de toute substance pratique. Pourtant, il figure encore dans le mandat officiel de la MINURSO, tel un vestige anachronique d'une époque révolue. Ce qui change en 2025, c'est l'émergence d'une volonté politique concertée pour clore définitivement ce chapitre. Les États-Unis, sous l'administration Trump II, ne se contentent plus de réaffirmer la reconnaissance de 2020. Ils s'engagent dans une stratégie active, mobilisant diplomates, militaires et parlementaires. La France, malgré ses hésitations passées, apparaît cette fois déterminée à accompagner la manœuvre. Et le Royaume-Uni, libéré de certaines ambiguïtés post-Brexit, apporte un soutien discret mais ferme. Dans ce contexte, le projet de Mansaso n'est pas un simple changement d'acronyme. Il incarne une bascule conceptuelle, sortir du paradigme du référendum pour entrer dans celui de la négociation sur l'autonomie. C'est un choix qui reflète les réalités du terrain. Un Sahara tranquillement en développement, sous souveraineté marocaine, en plein essor économique, et un Polisario relégué à Tindouf, coupé des dynamiques régionales. Pourtant, le diplomate que je suis ne peut s'empêcher de regarder cette évolution avec prudence. Car l'histoire du Sahara est jalonnée de moments où l'on a cru à la solution imminente. Je doute d'abord de la capacité du Conseil de sécurité à franchir le Rubicon. J'y espère me tromper. Les grandes puissances convergent, certes,
mais la Russie et la Chine demeurent des variables. Leur abstention, condition nécessaire pour éviter le veto, ne va pas de soi. Moscou, empêtré dans ses propres guerres d'influence, pourrait être tenté d'utiliser le dossier comme monnaie d'échange. Pékin, soucieuse de ses relations avec l'Algérie, hésitera à cautionner une sortie jugée trop favorable à l'Occident. Je doute ensuite de la résilience du système algérien. Ici, mon doute est plus sérieux. L'armée, colonne vertébrale du pouvoir, a bâti depuis un demi-siècle une partie de sa légitimité interne sur l'hostilité au Maroc et la défense du droit des Sahraouis. Renoncer, même partiellement, reviendrait à ébranler cette architecture idéologique. Pour Alger, accepter l'autonomie, c'est reconnaître avoir mené un combat vain pendant 50 ans, au prix d'immenses ressources diplomatiques et financières. C'est une humiliation que peu de régimes militaires sont prêts à assumer. Je doute enfin de la capacité de l'ONU à se réformer. Transformer une mission existante avec ses habitudes, ses fonctionnaires et ses routines budgétaires est un exercice herculéen. L'inertie onusienne est une force redoutable, souvent sous-estimée. Mais le doute, pour être salutaire, ne doit pas conduire au cynisme, car il existe des raisons solides d'espérer une avancée réelle. D'abord, la convergence transatlantique n'est pas un feu de paille. Elle s'inscrit dans une logique stratégique. Stabiliser le flanc sud de la Méditerranée, réduire l'influence russe et chinoise en Afrique et garantir des corridors sécurisés pour l'énergie et les minerais. Dans cette perspective, le Maroc est vu comme un partenaire fiable, quand l'Algérie apparaît isolée et imprévisible. Ensuite, les pressions américaines sur Alger ne sont pas symboliques. La menace de voir le Polisario classé comme organisation terroriste serait un séisme diplomatique. Elle priverait le mouvement de son vernis de légitimité et placerait l'Algérie dans une posture défensive intenable. En parallèle, la promesse d'investissement dans le secteur énergétique agit comme une carotte que les décideurs algériens ne peuvent ignorer au vu de la dépendance économique du pays. Enfin, il y a la réalité du terrain. Le Sahara vit à l'heure marocaine. Des ports, des routes, des universités et des parcs industriels émergent à La Ayoun, Dakhla et Smara. Des milliers de jeunes Sahraouis trouvent des opportunités dans l'économie nationale. Cette dynamique rend l'autonomie non seulement crédible, mais palpable. Chaque nouvelle infrastructure est un argument plus fort que sans communiquer. Tout converge donc vers octobre 2025, quand le Conseil de sécurité devra décider de renouveler ou de transformer le mandat onusien. Le choix sera binaire, reconduire la MINURSO dans sa mission éculée ou franchir le pas vers la Mansasso. Pour les diplomates, cette échéance ressemble à une partie d'échecs où chaque mouvement compte. Rabat devra mobiliser tous ses canaux pour sécuriser au moins 9 voies favorables. Washington, en tant que porte-plume du dossier, devra calibrer le texte pour éviter toute contestation excessive. Paris jouera les entremetteurs, Londres consolidera l'axe occidental et Moscou comme Pékin resteront les grands arbitres silencieux. Moi, je reste entre prudence et conviction car en écrivant ces lignes, je mesure le paradoxe du moment. D'un côté, tout concourt à une issue historique, un alignement de puissances, un terrain transformé, une ONU pressée de solder un vieux dossier. De l'autre, je sais combien les inerties, les calculs et les susceptibilités peuvent bloquer les évidences. Alors je choisis une posture double, le doute méthodique pour ne pas succomber aux illusions et l'espoir objectif pour ne pas ignorer les avancées réelles. Car la diplomatie n'est jamais une science exacte, c'est l'art de conjuguer le possible et le souhaitable en attendant que l'histoire tranche. Le Sahara marocain, en 2025, est peut-être à la veille d'un tournant. Mais dans les couloirs feutrés des Nations Unies, je sais une chose, le plus difficile n'est pas d'écrire une résolution, mais de transformer le papier en réalité. Si la Mansasso voit le jour, ce sera une victoire du réalisme sur l'idéologie, du pragmatisme sur l'entêtement, une victoire que beaucoup, au Maroc comme ailleurs, attendent depuis un demi-siècle. Alors rendez-vous en octobre 2025 et même avant pour une autre chronique. À très bientôt si vous le voulez bien. En attendant, continuez à nous suivre sur notre chaîne LODJ 24 Live sur YouTube et abonnez-vous pour ne rien rater et merci à vous sans modération pour votre attention de plus en plus nombreuse, me dit-on. Merci encore, à demain si vous le voulez bien.